Béa Diallo avec Florence Manante, du ring de boxe à l'engagement citoyen, itinéraire d'un champion. En fait, tu aurais pu faire un titre beaucoup plus long parce que on retrouve quasiment tous les univers que tu as traversés à travers le chapitrage, décliné en ronde. Ça aurait été difficile autrement. Et on commence avec un Béa enfant, et puis on passe aussi à travers les époques et les dates. Ici, c'est pas un plateau où on parle de politique, donc c'est très bien. Ça doit être reposant pour toi. Tout à fait. Ça change. Et je le disais tout à l'heure, moi j'ai eu la chance de devoir te boxer. Il y a combien d'années à Liège? Une dizaine d'années, 12? Non, plus, hein, 2007. Le temps passe vite, messieurs, dames. Ça fait 14 ans. Ouais. Raconte-nous un peu d'abord ton arrivée en Belgique, parce que tu as eu une période, tu es né en Afrique, tu es venu t'installer à Paris parce que ton papa travaillait à Paris. Et puis, tu as appris que les points, ça pouvait être utile, pas seulement en écrivant, en fin de phrase. Tout à fait. Et tu t'es installé à Bruxelles, et c'est là que tu as quand même entamé ton rapport d'amour avec la boxe. Tout à fait. Oui, c'est vrai que je suis né au Libéria, j'ai grandi effectivement à Paris avec toute mon adolescence. C'était, je dirais, les années de la révolte un peu, hein, puisqu'on découvre un peu comment les gens peuvent faire la différence, en fait, hein, parce que moi, je ne me rendais pas compte. Hein, c'est-à-dire que tu es arrivé d'un univers où tu étais la majorité, dans un univers de mixité, mais pas autant. Où il était plutôt minoritaire, effectivement, et je voyais plutôt de l'autre côté. Donc, cette identification a été très compliquée, mais en même temps, c'était une découverte pour moi, c'était quelque chose d'hyper passionnant, jusqu'au jour, évidemment, où j'ai été confronté justement à ce vrai racisme, à une violence assez terrible quand tu es gamin, avec un ami à moi qui se retrouve un peu paralysé. J'allais dire, et qui se retrouve à être celui qui est le plus bousculé, le plus violenté dans ses actes de violence d'un groupe de skin qui veut affronter un groupe de jeunes de toutes les couleurs, pour le coup. Tout à fait. Et manque de bol, c'est le petit blond qui ramasse. C'est le plus blond et aux yeux bleus qui est effectivement le plus ramassé et qui se retrouve effectivement paralysé. Et ça a été quelque chose de traumatisant pour moi. Et donc, je ne savais plus m'exprimer. Et la seule mode d'expression que j'avais, c'était ma violence, en fait, que je voulais exprimer d'une manière particulière, puisque je ne savais pas sortir les mots. Et j'ai eu la chance de quitter la France et d'arriver en Belgique et de découvrir justement le monde de la boxe et de me rendre compte qu'on pouvait canaliser cette énergie qui était négative et en faire une vraie force. Et en faire justement quelque chose de positif et qui génère l'exemple. Ça, tu le découvres un peu plus tard en devenant plus adulte et en ayant un autre regard là-dessus. Je voudrais que tu reviennes un peu sur cette époque. On le dit souvent pour qui a passé la période des années 80, début 90 aussi, dans des groupes super métissés. Ça se passe beaucoup moins aujourd'hui. C'est juste insupportable pour nous qui sommes parents vis-à-vis de nos enfants. Et alors plus encore pour toi, qui a été le papa de 2 jeunes filles tout à fait blanches, qui étaient les filles de ta femme avant d'être les tiennes, et d'avoir vos enfants ensemble, qui, j'imagine, pour le coup, sont plus métissés quand on les regarde que tes 2 premières filles. Tout à fait, tout à fait. En tout cas, on reconnaît. Vous êtes une vraie famille recomposée. On est une vraie famille recomposée. Et c'est vrai que la petite, un jour, elle est revenue en pleurant à la maison parce que une des filles de ma femme, parce qu'on lui avait dit qu'elle avait le même nez que moi. Et on lui a dit, t'as le même nez que ton papa. donc ça l'avait un peu traumatisé. Et c'est vrai que quand vous dites une famille recomposée, surtout ce que je voulais dire, c'est que c'est aussi 2 cultures différentes. Moi, je suis afro-musulman et ma femme, elle est de culture chrétienne. Et donc, l'éducation de nos enfants aussi, c'était aussi cette force qui était importante. Parce que je dis, moi, j'ai jamais bu d'alcool de ma vie, donc je sais pas ce que c'est. Je prenais du Canada Dry qui avait l'air d'être de l'alcool, mais c'était pas de l'alcool pour mes sponsors. Et finalement, ma femme, elle boit du vin à la maison. Donc, je veux dire, il y a une tolérance et un respect mutuel qui est. Alors, par rapport à ça, d'abord, est-ce qu'on dirait pas plutôt que vous êtes une famille composée, recomposée? Parce que je trouve qu'en la matière, quand on parcourt les différents chapitres, vous avez juste l'air d'être dans un assemblage qui est juste. Alors parfait, je dirais pas, parce que on le lit, il y a eu des moments qui étaient un peu de tension, mais je dirais dans toutes les familles et dans toutes les bonnes familles, ça arrive. Et puis l'autre point, c'est effectivement de dire aussi qu'on doit apprendre de l'autre, et que peut-être ce qui vous a permis de co-construire quelque chose ensemble, c'est d'avoir eu, et c'est très très bien expliqué,
des deux côtés, des parents extrêmement compréhensifs et qui n'avaient qu'une intention, c'était le bonheur de leurs enfants pour autant qu'il y ait de l'amour. Alors que quand il y a souvent des tirages de cheveux dans des couples, au départ, comme ça, dans des couples mixtes, on se rend compte souvent que les parents n'ont pas été toujours très favorables à la chose. Tout à fait, c'est vraiment parfait ce que vous résumez, parce qu'on voit que vous avez bien lu mon livre et que vous l'avez vraiment... J'ai fait mon possible. Ah oui, tout à fait, que vous l'avez vraiment bien compris. C'est vrai que le rôle des parents a été très important, mais ce qui a aussi été important là-dedans, parce que vous savez, quand voilà, vous êtes de culture africaine et vous avez des parents, et d'ailleurs la plupart de mes frères sont mariés dans le pays d'origine, et que j'étais un des premiers à me marier effectivement avec une blonde de culture chrétienne, mais c'était surtout la personne que mes parents ont vue, la personne qui avait beaucoup d'amour pour ses enfants, etc., etc. Donc, elle a été tout de suite acceptée dans la famille et ça a été quelque chose d'extraordinaire. Et quand vous parlez des enfants, c'est vrai que c'est pas, moi, je ne considère pas ma famille comme étant une famille recomposée, je considère simplement comme étant une famille. Voilà. Et mes filles sont mes filles et les frères, c'est pas le demi-frère ou des demi-sœurs, ce sont vraiment des frères et sœurs. Donc, il y a aussi une famille composée. Quand ils parlent les uns des autres ou qu'ils se charrient, ils se charrient de la même façon, quoi. Ah oui, de toute façon, quand t'as la marmaille, hein. D'où qu'elle vienne, elle est là. Tout à fait. Léa, ensuite, ce qu'on voit aussi très bien dans ce livre, c'est qu'on l'entend de plus en plus dire actuellement, on entend des gens qui disent « moi j'ai plusieurs casquettes ». Je ne sais pas si c'est pour avoir fait de la place pour les casquettes, mais dans ce livre, on découvre l'engagement politique, le boxeur qui reste quand même toujours pas trop loin de ses gants, l'entrepreneur, l'association, la fondation dont j'ai mangé le nom, Fight for Africa, etc., etc. C'est aussi une série de casquettes. Oui, c'est vrai qu'en fait, vous devez savoir que moi, j'ai jamais rêvé d'être un boxeur professionnel. Ça n'a jamais été... le sport était une passion, j'aimais ce sport, mais je savais que mes parents et mon père notamment m'a dit, moi j'ai eu la chance d'arriver en Europe, j'ai eu la chance effectivement d'être ce que je suis aujourd'hui, de vous avoir amené ici, donc étudier c'est important. Un papa diplomate. Hein. Mon père était diplomate, effectivement, et ce ne devait pas être lui qui devait l'être d'ailleurs. Mais c'est ce que j'ai vu aussi. Tout à fait. Dans ces familles assez structurées, il n'était pas l'aîné, donc normalement, ce n'était pas sa place. Exactement. Mais il était un peu trop turbulent pour qu'on le garde à la maison au calme. C'est exactement ça, et c'est comme ça qu'il est parti. Et donc, il a pu avoir l'éducation, et donc j'ai toujours estimé que j'avais quelque chose à rendre, en fait. Et donc, c'est pour ça que je suis tellement engagé dans tout ce que je mets en place, et je suis tombé amoureux de mon pays d'origine. Et quand j'ai vu la Guinée, je me suis dit, waouh, c'est incroyable, comment est-ce qu'un pays comme ça peut être considéré comme étant un des pays les plus pauvres du monde? Alors, tu jettes une banane, tu as 10 000 tonnes qui poussent, tu as du diamant, tu as du pétrole potentiellement. Quand on jette un diamant, il y a un arbre qui pousse aussi? Parce que je veux bien aller m'installer transitoirement. Non, malheureusement, il n'y a pas l'arbre qui pousse. Mais... Et puis finalement, je me suis dit, il faut aider ce pays, il faut l'accompagner dans son développement. Et c'est comme ça que j'ai rêvé de redevenir justement un vrai boxeur pour pouvoir mettre le focus dans ce pays d'origine en mettant en place un championnat du monde, notamment comme on l'a fait à l'époque en 1998. Oui, et ça, on voit aussi tout l'engagement que ça a été, tout le bazar qui s'est mis en place, etc. Est-ce que c'est important d'être engagé justement des deux côtés de la Méditerranée? Ouais, je crois que c'est important parce que j'estime en fait que moi en tant que sportif d'abord, parce que c'est de là que je suis évidemment venu, mais en tant qu'aussi aujourd'hui engagé politiquement et avec toute l'expertise et l'expérience que j'estime que j'ai un vrai combat à mener. Et ce combat aujourd'hui, c'est pas d'encourager tous ces jeunes qui sont prêts à mourir en prenant la Méditerranée, en devenant des esclaves, ou en arrivant ici, mais avec aucune perspective d'avenir, c'est de dire quels sont les outils qu'on peut mettre en place pour justement permettre à ces jeunes de s'épanouir dans leur pays d'origine. Et ça existe réellement. Je prends un simple exemple, parce que moi j'ai été chercher 2 jeunes en Libye, à l'époque, je ne l'ai pas vraiment bien identifié dans mon livre, que j'ai ramené dans le pays d'origine et que j'ai accompagné dans un processus de réinsertion. Ces gens avaient dépensé plus de 15 000 $ pour venir en Europe. 15 000 $, c'est entre 6 mois et 1 an de salaire d'un fonctionnaire. Bien sûr. Avec 2 500 €, on a pu mettre une entreprise en place aujourd'hui où il y a une cinquantaine de personnes qui travaillent pour ces gens et qui développent leur propre structure. Donc c'est pour dire qu'avec du savoir-faire, de l'accompagnement, on peut en faire quelque chose et ces gens n'ont pas besoin de venir ici. Parce que quand on vient ici, notre objectif c'est simplement aider nos familles dans le pays d'origine dans lequel on est. Donc voilà, un peu aussi ma motivation par rapport à Fight for Africa.